C'est marqué de démarrage. Je crois que c'est bon. Bonsoir à tous. Merci à ceux et celles qui sont déjà présents pour assister à cette conférence en ligne sur l'indépendance des médias et le journalisme environnemental. Je suis très heureuse de pouvoir animer cette conversation. Je m'appelle Léa Dang et je suis journaliste spécialisée sur les questions environnementales, notamment pour Socialterre, le média indépendant partenaire de cet événement. Et je suis aussi nouvellement adhérente d'Un bout du monde, qui est une association qui a pour but de promouvoir l'indépendance des médias en France et qui co-organise cette conférence. J'accueille donc nos deux invités. Bonsoir Julia Cagé. Donc, Julia Bonsoir. Cagé est économiste, professeure à Sciences Po Paris, autrice de plusieurs ouvrages, notamment sur les médias, dont Sauver les médias aux éditions Seuil, et présidente de la Société des lecteurs du monde et de cette toute nouvelle initiative Un bout du monde. Et Stéphane Foucard. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Qui est journaliste scientifique au journal Le Monde depuis 2008, co-auteur notamment de l'enquête des Monsanto Papers et auteur de plusieurs ouvrages, dont son dernier, Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique, qui est sorti en septembre 2020. Avant de laisser la parole aux intervenants, je pense qu'il est important de rappeler quelques notions rapidement. La presse écologique, enfin la presse dite écologique et les premières informations environnementales dans les médias généralistes datent de la fin des années 60 et cette émergence est concomitante à la création des premiers mouvements écologiques associatifs. Juste pour donner un petit exemple, l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'environnement est reliée à la Fédération française des sociétés de protection de la nature depuis sa création. Donc, par son passé militant, le champ environnemental a mis du temps à s'institutionnaliser et ce n'est que dans les années 2000 que cette thématique devient une spécialité journalistique, car c'est le moment où l'on voit émerger des rubriques régulières, notamment dans les quotidiens généralistes. Donc, c'est un champ assez récent qui s'inscrit désormais dans les pratiques journalistiques. Et lorsqu'on va parler de médias, bon, il ne s'agit pas seulement de la presse écrite, même si je pense qu'on va en discuter plus longuement, mais ça concerne aussi les radios, les chaînes de télévision et les pure players qui sont, et là je vais citer Julia Cagé, qui sont trop souvent devenues des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Donc, je vais laisser la parole à Julia Cagé. Je vous pose la question, où en est aujourd'hui l'indépendance des médias en France comparée à d'autres pays d'Europe et à qui appartiennent les médias français? Alors en fait, la France est à l'image des autres pays européens et des États-Unis. On a eu au cours des dernières années une concentration croissante du secteur des médias, en tout cas des médias traditionnels, entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Et donc vous avez aujourd'hui un petit nombre d'acteurs qui possèdent l'essentiel du paysage médiatique audiovisuel ou en presse écrite. D'un côté, bon, ça fait très longtemps. Vous avez Bouygues qui va être l'actionnaire de référence de TF1. Vous avez Patrick Drahi, qui est un entrant plus récent finalement dans le secteur des médias, qui possède BFM TV, qui possède RMC, jusqu'à pas très longtemps l'Express. Là, il y a eu un changement à Libération, mais qui est toujours sous la coupe d'une certaine manière d'Altis. Vous avez Bernard Arnault avec le Parisien, avec les Échos. Vous avez d'ailleurs Bernard Arnault qui est aussi en train d'une certaine manière de rentrer au capital de Challenge. Il y a tout le groupe Lagardère, dont la question est de savoir s'il va être dépecé entre Bernard Arnault ou Vincent Bolloré, qui possède aussi Canal+, CNews. Bon, on pourrait démultiplier les exemples, mais la vérité, c'est qu'on a eu une concentration de l'actionnariat des médias entre les mains d'un petit nombre de groupes industriels, ce qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'indépendance quand parfois vous avez des actionnaires interventionnistes. Et ça s'est vu très clairement dans le cas d'un Vincent Bolloré à Canal+. Vincent Bolloré à Canal+, pour ne donner que deux exemples. Le premier, c'est qu'il a censuré des documentaires d'investigation. Puis le deuxième, c'est qu'il a supprimé l'investigation. Il s'est dit que ça irait plus vite, en fait. Et ensuite, il a supprimé les guignols de l'info. Il a mis à genoux, littéralement, la rédaction d'ITélé,
avant de faire partir tous les journalistes et de créer CNews, qui est le nouveau finalement Fox News à la française. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a d'un côté. Et d'un autre côté, et ça c'est extrêmement important à dire et à souligner, parce que c'est aussi au cœur de l'initiative qu'on a lancée de cette association Un bout du monde, c'est que parfois, et avec Stéphane, je pense on va parler du monde, on a des actionnaires qui ne sont pas des actionnaires interventionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont laisser, pas parce que c'est des actionnaires industriels qui vont empêcher les journalistes de faire leur travail en toute indépendance, mais le fait d'avoir d'un côté un Patrick Drahi, d'un autre côté un Xavier Niel, ça fait que les citoyens, les lecteurs s'interrogent forcément quand ils lisent, par exemple, sur la question de la 5G dans les différents médias. Et ils vont s'interroger sur qu'est-ce que ça crée en termes de conditions de travail, en termes peut-être pas de censure, mais d'autocensure. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit faire confiance à ces médias possédés par de grands industriels? Et ce qu'on veut faire avec l'association Un bout du monde, à laquelle Léa, vous venez d'adhérer, et merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez tous adhérer sur le site unboutdumonde.org. C'est une association qui est citoyenne, démocratique, à but non lucratif, et à partir de 5 euros, vous pouvez adhérer à l'association, et que vous donniez 5 euros, 50 euros, 500 euros, c'est un peu à chacun en fonction de vos moyens, vous avez une voix. C'est une personne, une voix, donc c'est démocratique. Ce que veut faire cette association, c'est remettre les citoyens et les journalistes au cœur de la gouvernance et de l'actionnariat des médias, pour être sûr finalement d'avoir à côté de l'actionnariat financier aujourd'hui, une sorte d'actionnariat moral, une sorte de garantie morale pour permettre aux journalistes de travailler dans les meilleures conditions. Et je remercie vraiment Stéphane d'avoir accepté de faire partie de cette conversation aujourd'hui, et non seulement de faire partie de cette conversation, mais aussi de soutenir Un bout du monde. On est en train d'entamer la dernière semaine de la campagne de financement participatif. Et Stéphane a eu la gentillesse de nous offrir pour la campagne de financement participatif, d'une part, son livre dédicacé, d'autre part, dès qu'on pourra se retrouver en présentiel, la participation à une conférence sur journalisme et environnement avec lui. Et tout ça, vous le retrouvez en allant sur KissKissBankBank. Justement, en parlant du travail de Stéphane Foucard, je vais lui laisser la parole. Pourriez-vous, Stéphane, nous décrire quelles sont vos pratiques journalistiques et pourquoi l'indépendance des médias, Julia en parlait juste avant avec Bolloré, mais pourquoi l'indépendance des médias est particulièrement importante lorsqu'on mène un travail d'enquête? Alors, avant de répondre à votre question, je vais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit au départ, sur le fait qu'il y a une forme de nouveauté du journalisme environnemental, ou des gens qui sont rubriqués spécifiquement dans les rédactions pour parler de la question environnementale. Moi, j'ai le sentiment que une des spécificités du journalisme environnemental, c'est qu'il est très fragile, quoi. Et qu'on n'imagine pas un grand journal sans service politique, sans service international, sans service économie. Mais un grand journal sans service environnement, c'est tout à fait possible. Un grand journal sans service science, c'est tout à fait possible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, le journalisme environnemental, il n'est pas si récent que ça. Alors, pour vous, pour moi, on a une trentaine ou une quarantaine d'années, malheureusement un peu plus d'une quarantaine d'années pour moi, mais on a le sentiment que c'est quelque chose de nouveau, tous ces débats sur le changement climatique, sur les pesticides, sur les additifs dans l'alimentation. On a l'impression qu'il y a une sorte de nouveauté, parce que c'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas ça dans les journaux, on n'en parlait pas. Mais si vous faites un petit travail de documentaliste de base, et vous allez regarder par exemple ce qu'on écrivait dans le New York Times dans les années 60 à 70, vous allez voir qu'en fait, on parlait énormément de ces questions environnementales. On parlait énormément des questions de développement, de croissance. Il y avait toute une littérature journalistique, tout un travail journalistique qui était attaché à traiter ces questions. Le rapport du Club de Rome, par exemple, dans les années 70, alors je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, le rapport du Club de Rome, c'est un rapport qui avait été rendu par des chercheurs du MIT, des physiciens qui avaient, adapté un modèle de développement couplé avec un modèle de biosphère, on va dire, pour dire les choses très simplement. Et c'est un des premiers travaux scientifiques qui dit attention, on ne peut pas continuer à croître comme ça, sinon on va casser l'environnement. Alors, la question climatique n'était pas encore aussi prégnante qu'aujourd'hui, mais sur tout un tas de choses, en particulier la disponibilité des ressources, ce qui est aujourd'hui une grande question environnementale, eh bien, il y avait clairement une alerte qui était donnée.
et un relais journalistique extrêmement puissant. Le rapport du Club de Rome, c'est… Alors aujourd'hui, encore une fois, on a totalement oublié ça, hein, mais c'est quelque chose qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, traduit dans des dizaines de langues. Enfin, ça a eu un impact énorme. Et à l'époque, il y avait des journalistes, alors ils ne s'appelaient peut-être pas journalistes environnementaux, mais en tout cas, ils parlaient de ça. Dans les années 60, la même chose sur les pesticides. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on en parle beaucoup, c'est nouveau, les gens sont inquiets, sont concernés par ça. Mais bon, en 1962, quand Rachel Carson fait son livre Printemps silencieux, allez lire François. Il y a des grands papiers pour expliquer qu'on est en train de tuer le vivant, etc. C'est incroyable. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le journalisme environnemental, en tout cas le journalisme qu'on pratique au monde depuis maintenant un certain temps, puisque nous, on a vraiment énormément investi ce secteur depuis plus de 10 ans, eh bien ce journalisme se pratiquait il y a longtemps, en France, aux États-Unis, ailleurs, et il a disparu. Il est tombé dans ce qu'un historien des sciences américain qui s'appelle Robert Proctor appelle un puits de désintérêt. C'est-à-dire que quand vous traitez un sujet qui n'est pas récupéré ou pas récupérable par les grandes idéologies politiques, par des mouvements de la société, des mouvements de fond, eh bien, bon, ça tombe dans un puits de désintérêt, c'est-à-dire qu'on l'oublie en fait. Et donc, on a oublié pendant très longtemps, les années 80 et 90, c'est des périodes d'amnésie, en fait, d'amnésie environnementale, où la libéralisation des marchés, le fait qu'on avait la mondialisation, toute cette consommation qui arrivait, etc., et toute l'exubérance et tout ce que ça apportait, eh bien, ça a conduit finalement au tarissement de ce journalisme sans que personne ne s'en offusque. On a continué à éditer des journaux, on a continué à traiter la grande actualité, hein, les affaires politico-financières, la diplomatie, l'économie, etc. Et cette espèce de petit parent pauvre du journalisme, qui est le journalisme environnemental, a disparu. La connexion n'est pas très bonne. Le journalisme, ce soit important pour tout. Ce journalisme qui… Ah, ça revient là ou pas? Là, ça revient, oui. Ah bien, bon. Je disais que oui, c'est une forme de journalisme qui est très fréquemment perçue comme contre, comme militante, comme activiste. Forcément, il y a plein de journalistes qui couvrent les questions environnementales, climatiques et autres, donc qui sont pas à fond pour la croissance du PIB, quoi. Quand vous n'êtes pas pour la croissance du PIB ou quand vous avez un traitement journalistique qui vient interroger en fait des notions qui sont par ailleurs communément admises comme étant consensuelles et chacun parle de la croissance, eh bien vous êtes perçu de manière un petit peu marginale dans une rédaction, donc forcément vous êtes structurellement plus fragile et un actionnaire qui est décidé à se passer de ce genre, ou à décider à faire des économies tout simplement, hein, eh bien, il va taper plus facilement dans ce vivier de journalistes qui traitent de questions qui finalement emmerdent un peu tout le monde, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Et quand je disais que c'est à partir des années 2000, pour moi, c'est quand ça s'est institutionnalisé. Parce que dans les années 60, il y avait la rubrique Sauvage, la rubrique Gueule ouverte, qui sont arrivées. En 89, Reporter aussi, porté par Hervé Kampf. Donc, il y a eu la création de journaux spécialisés sur ces questions. Et comme vous dites, à partir des années 80 à 90, il y a eu une sorte de désintérêt qui a mené notamment à la disparition de ces journaux. Mais du coup, je vais vous faire rebondir sur la vie de la rubrique Planète du Monde. Quand est-elle apparue et quelle a été son évolution et quelle est sa place aujourd'hui? Vous disiez que des fois les journalistes dits environnement étaient un peu stigmatisés. Quelle est sa place aujourd'hui au sein du journal Le Monde? Alors, la rubrique Planète, le service Planète qui est administrativement rattaché au service Sciences, il existe en fait à l'état d'embryon depuis, alors à vérifier, mais à peu près 13 ans. De mémoire, c'est en 2006-2007 que Éric Fotorino a voulu rapprocher les questions environnementales des questions scientifiques et il a créé une page qui s'appelait Environnement et Sciences et qui était une nouvelle page, donc qui s'intercalait dans le chemin de fer du journal entre les pages internationales et les pages France, et qui avait comme ça rapproché ces deux thématiques. Pourquoi c'est notable? C'est notable parce qu'au même moment, un journal comme Le Figaro, par exemple, qui a une autre façon d'aborder ces questions-là, va plutôt mettre en têtière la médecine
et la science. Et c'est plutôt, voilà, on va plutôt parler de science avec un tropisme, disons, médical, santé, bien plus qu'un tropisme environnemental. Et au Monde, ce qui a été choisi, c'était de rapprocher les sciences et l'environnement. Ça tient, à mon avis, beaucoup à la personnalité du directeur de l'époque, hein, Eric Fotorino, qui est toujours d'ailleurs, hein, très intéressé par les questions, très sensible aux questions environnementales, et qui est lui-même un ancien rubricard ressources. Donc, il avait passé pas mal de temps à couvrir les matières premières, les ressources. Et il le faisait avec un prisme environnemental assez marqué, et pas tant un prisme marché, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Donc, il était sensible à ces questions et il a créé donc cette page environnement et sciences qui a peu à peu évolué et qui est devenue, alors de mémoire en 2008-2009, qui est devenue la page Planète, et qui, pendant un bref instant, a été la page d'ouverture du chemin de fer du monde. Ce qui a créé aussi beaucoup de troubles, hein, en interne, parce que les gens sont très attachés, d'ailleurs moi aussi, hein, je suis très attaché au fait que le journal Le Monde, ben, il s'appelle Le Monde et il ouvre son chemin de fer avec le service international. Et bon, ça a été un petit peu chamboulé, ça a été l'objet de discussions, de débats, parfois assez vifs, hein, dans la rédaction, et peu à peu, ces pages planètes, elles ont trouvé leur place un peu plus loin dans le chemin de fer, après les pages internationales. Et elles se sont étoffées au cours du temps. Les équipes ont grandi. Maintenant, on doit être, si on compte le service Planète et le service Sciences qui lui est plus ou moins rattaché, on doit être une vingtaine de rédacteurs. Donc, c'est un très gros service. Je pense que c'est le plus gros service dévolu aux questions scientifiques et environnementales en Europe. Je crois pas qu'il y ait un organe de presse européen avec autant de moyens mis sur la couverture de ces sujets. Et donc, on a des rubricages qui sont assez précis, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation au sens global du terme, sur tous les enjeux, par exemple sanitaires, environnementaux, de durabilité qui sont posés par les questions alimentaires, les questions éthiques aussi. On a des gens qui s'occupent du climat spécifiquement, sous tous ces aspects, sous les aspects de diplomatie, de science, de surveillance, tout simplement de l'actualité liée au changement climatique. On a des gens qui s'occupent spécifiquement du nucléaire, de la biodiversité. Donc, on a comme ça des spécialisations qui sont très pointues si on compare avec le reste de la presse française et européenne. Donc, c'est un petit peu le paysage dans lequel on est. Les pages planètes, elles s'étoffent toujours. Pas plus tard que le mois dernier, on a nommé un chef adjoint supplémentaire. Donc, il y a une chefferie maintenant avec un chef de service et 2 chefs adjoints. Donc, comme le service international, comme les autres grands services du journal. Donc, peu à peu, on s'installe dans l'actualité. Et on s'y installe d'autant plus que finalement, tout ce qui a été prévu ou anticipé en lien avec ces thématiques est en train de se produire sous nos yeux. Et donc, on a beaucoup de travail pour couvrir, par exemple, le Covid, pour couvrir la crise climatique, etc., etc. Donc, en fait, on est, en quelque sorte, on est validé par l'actualité, malheureusement d'ailleurs, parce qu'on préférerait se tromper, hein, sur ces questions-là, mais ça n'est manifestement pas le cas. Et donc, on grandit et on gagne chaque mois en légitimité et en crédibilité, en quelque sorte, dans la rédaction. Léa, je ne sais pas si vous voyez les questions sur le live, sinon j'en ai une. Oui, bah, allez-y. Non, mais du coup, c'est une question pour Stéphane, qui vient des amis du Diplo, qui souligne que Hervé Kampf avait quitté la rédaction du Monde après 2 refus de la rédaction concernant ses reportages sur Notre-Dame-des-Landes. Et la question est, qu'en est-il pour vous? Donc je pense que la question est, est-ce qu'on vous a déjà refusé des reportages? Et si c'était le cas, est-ce que vous quitteriez la rédaction? Non, on m'a jamais refusé. On m'a jamais refusé un papier. J'ai jamais été censuré. Il y a eu une époque où c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, hein, l'époque de la direction de Nathalie Nougayret, qui était moins sensible à ces questions environnementales. Il y avait eu plus de discussions, il y a eu plus de débats, parfois vifs, pour faire passer tel ou tel sujet. Mais en définitive, on ne m'a jamais refusé un papier. Est-ce que vous pensez, parce que je vous interromps, mais vous traitez les sujets environnementaux plutôt d'un regard scientifique. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi moins subversive et moins controversée de traiter les sujets environnementaux et donc finalement qui passent mieux aussi au sein des conférences de rédaction?
Alors, je ne crois pas. Je pense même que couvrir l'environnement avec un prisme science est en réalité beaucoup plus subversif que de couvrir, par exemple, les mouvements militants qui sont mobilisés autour des questions environnementales. Pourquoi? Eh bien, parce que les militants, on sait que c'est des militants. La science, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, en quelque sorte. Quand vous faites une enquête, par exemple, sur les Monsanto Papers, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la réglementation et les agences réglementaires qui sont chargées d'appliquer cette réglementation eh bien, ne prennent pas en compte toutes les données. Parfois, elles sont très proches des firmes qu'elles sont censées réguler et évaluer. Donc, vous mettez en cause, en quelque sorte, le cœur du réacteur. Aujourd'hui, si on a le droit de mettre sur le marché telle ou telle technologie, tel ou tel produit, c'est parce que ce produit, il a suivi tout un processus réglementaire d'expertise, d'évaluation, et qui aboutit en général à une autorisation de mise sur le marché. Quand vous attaquez ce système-là, pas quand vous l'attaquez parce que vous êtes méchant et que vous êtes contre les pesticides et contre les OGM et nucléaires, mais quand vous enquêtez dessus, c'est-à-dire quand vous en faites un objet d'enquête, ce qui est pas commun, hein. En général, les journalistes, bon, quand on... Ah, pardon, je suis désolé. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Quand vous êtes journaliste et que vous couvrez ces questions d'expertise à l'interface science-société, des controverses sociotechniques, la 5G, que sais-je, bon, vous avez tendance à écrire ce que les experts vous disent. Bon, on vous dit, il n'y a pas de risque. Bon, vous n'avez pas forcément d'éléments pour dire si, il y a peut-être un risque, etc. Ce qu'on fait au Monde, et ce qu'on fait notamment avec ma consoeur et collègue Stéphane Aurel, c'est qu'on enquête sur les mécanismes qui permettent finalement au système de fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire, on regarde si, quand on autorise un produit à être mis sur le marché, par exemple un pesticide qui va se retrouver dans la chaîne alimentaire, dans l'environnement, est-ce qu'on a fait tous les tests réglementaires nécessaires ou pas? Et de manière assez surprenante, d'ailleurs, on se rend compte qu'en général, ce sont tous ces processus qui ont l'apparat de la science, qui ont l'apparat de la rationalité, de la rigueur, etc. Très souvent, ils sont en général fautifs ou en tout cas très fortement critiquables. Donc c'est pas plus confortable, je dirais. Je dirais que c'est même à certains égards plus compliqué de traiter les questions environnementales par ce prisme-là, par le prisme du journalisme scientifique et du journalisme d'enquête, que de traiter d'autres sujets comme par exemple les mobilisations militantes, sociales et autres autour de ces questions. Et on reviendra plus tard sur votre travail justement sur les mécanismes de la création de l'information scientifique, qui est un travail passionnant. Mais j'aimerais avant vous faire réagir, puisque vous avez tous les deux un lien avec le journal Le Monde, donc en tant que journaliste, et Julia Cagé en tant que présidente de la Société des lecteurs du Monde. J'aimerais qu'on décrypte un peu ensemble quelle place ont les actionnaires dans le fonctionnement d'un journal et dans le fonctionnement du coup du journal Le Monde. Et d'abord, peut-être, Julia Cagé, pouvez-vous expliquer comment est organisé l'actionnariat du groupe Le Monde? Alors, l'actionnariat du groupe Le Monde, c'est un actionnariat extrêmement intéressant qui est le fruit d'une longue histoire qui ne l'est pas moins. Il faut savoir que Le Monde, ça a été le premier journal au monde à avoir une société des rédacteurs et que la société des rédacteurs a été actionnaire dès les années 1950 du journal Le Monde. Ensuite, vous avez eu la société des salariés du journal Le Monde qui est également devenue actionnaire du titre. Il y a eu une crise économique assez grave au monde au milieu des années 80, ce qui a fait qu'en 1985, il y a la Société des lecteurs qui a été créée, qui est aussi devenue actionnaire du journal. Et en fait, Le Monde a eu comme actionnaire de référence ses salariés, ses lecteurs et ses journalistes jusqu'en 2010. Et ça, c'est quand même intéressant à souligner parce que derrière l'initiative d'un bout du monde, il y a l'idée de remettre les citoyens et les journalistes au cœur de l'actionnariat des médias, au cœur de la gouvernance des médias. Et en fait, 2010, ce n'était pas il y a si longtemps. C'était il y a simplement 10 ans. Ensuite, en 2010, vous avez eu l'entrée
à l'actionnariat du journal Le Monde, de ce qu'on a appelé à l'époque le trio BNP, donc Pierre Berger, Mathieu Pigasse, Xavier Niel, qui sont entrés à l'actionnariat du journal à l'époque, à côté de ce qu'on a appelé le pôle d'indépendance. Et donc le pôle d'indépendance, c'était ce qui restait finalement de cet actionnariat de lecteurs, de journalistes, de salariés. Et donc vous aviez au pôle d'indépendance les salariés des différents titres du groupe, les lecteurs. Vous aviez aussi ce qu'on appelle les beuves-mairies, donc les actionnaires historiques et quelques actionnaires minoritaires qui avaient à l'époque un tiers du capital, et puis les 2 tiers du capital pour Le Monde Libre, avec le trio BNP et un tout petit bout également de Prisa, qui était un actionnaire espagnol. Je vous simplifie la structure. En 2017, il y a eu une recapitalisation qui fait qu'aujourd'hui, Le Monde Libre à 75% du capital, et le pôle d'indépendance, qui porte bien son nom, à 25% du capital. Et on a eu un autre rebondissement, et ça, je veux un tout petit peu insister dessus parce que c'est extrêmement important, l'an dernier, avec l'entrée de Daniel Kretinsky au capital du journal. Alors, comment ça s'est fait? Donc, Daniel Kretinsky, c'est un milliardaire tchèque qui a fait, c'est intéressant pour Stéphane, il le sait, l'essentiel de sa fortune dans le fait de pousser à bout de course des centrales à charbon un peu partout en Europe. C'est un magnat déjà des médias européens. Il a beaucoup acheté de médias dans des pays d'Europe de l'Est. Il est rentré au capital en France de Marianne. Et là, en France et pour Le Monde, il a acquis 49% des parts du groupe de Mathieu Pigasse. Et l'an dernier, quand ça s'est produit, parce que c'était quelque chose qui n'était pas attendu du tout et qui a pris tout le monde, à commencer par les journalistes, à contre-pied, il y a eu une mobilisation extrêmement importante des salariés, des journalistes, des lecteurs également, pour dire, écoutez, justement, Le Monde, c'est un média. Un média, ce n'est pas un bien comme un autre. On ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain de rentrer au capital d'un média ou de devenir un actionnaire majoritaire. Et c'est ça qui a fait que le pôle d'indépendance a obtenu l'an dernier une victoire extrêmement importante qu'on a appelée le droit d'agrément, et qui fait que si demain vous avez un changement d'actionnaire majoritaire à l'actionnariat du Monde, eh bien, ce nouvel actionnaire doit obtenir l'agrément du pôle d'indépendance. Et c'est là qu'on voit justement toute l'importance d'avoir des structures de gouvernance démocratique qui impliquent les citoyens, qui impliquent les lecteurs, qui impliquent les journalistes, justement pour être en capacité de réaction quand vous avez des chocs comme ça qui se produisent à l'actionnariat des médias. Parce que le problème finalement d'avoir un actionnariat de grands industriels ou un actionnariat de quelques individus, c'est que même si ces individus protègent aujourd'hui l'indépendance du média, ça peut être extrêmement fragile. Ils peuvent changer d'avis. Et d'ailleurs, également, par exemple, au Monde, il y avait Pierre Berger qui est décédé. Vous avez son ayant droit, Madison Cox, qui n'a pas exactement la même vision du journal que pouvait l'avoir Pierre Berger, et notamment la même vision du journal comme bien public, et finalement comme journal qu'il allait financer par amour du monde et pas pour des raisons financières, et que tout ça, ça crée beaucoup de fragilité. Et c'est pour ça que nous, avec Un bout du monde, on essaie vraiment de renforcer justement tout ce qui permettra d'avoir davantage de poids et d'importance dans la gouvernance et dans l'actionnariat des médias pour ceux qui peuvent vraiment préserver l'indépendance, c'est-à-dire les journalistes au premier plan, et puis à leur côté, les lecteurs et les salariés. Et, oui. Juste pour préciser, donc ce droit d'agrément, c'est spécifique au journal Le Monde. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une première. Enfin, c'est spécifique au groupe Le Monde. C'est vraiment une première dans l'histoire des médias, si je ne me trompe pas. On n'a pas vu ça ailleurs dans les médias en France, ça c'est sûr, mais ni même à l'international. C'est une excellente chose. Et ça serait bien que typiquement ça puisse se développer ailleurs. C'est quelque chose qu'avaient demandé d'autres médias. Ils ne l'ont pas obtenu parce que malheureusement, ce sont des droits qu'on obtient après des bras de fer, et que souvent les journalistes sont bien seuls face à leurs actionnaires. Et ça montre aussi l'importance de ne pas laisser les journalistes seuls face à leurs actionnaires. Et du coup, dans le fonctionnement du journal Le Monde et des autres titres de presse qui appartiennent à ce groupe, j'aimerais bien comprendre le lien qui peut être fait entre les journalistes dans leur quotidien et ces actionnaires. Donc, est-ce que, là, vous pouvez répondre tous les deux, mais est-ce que les actionnaires du groupe ont, je ne sais pas, un droit de regard sur le recrutement des journalistes, sur certains aspects de la ligne éditoriale? Est-ce qu'ils sont en contact? Est-ce que
je ne sais pas, Mathieu Pigasse ou Xavier Niel étaient déjà venus au journal sans prévenir, par exemple, des choses de ce type, pour qu'on arrive un peu à visualiser ce que ça peut représenter ou non, ou pas. Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Je peux dire un très bref mot là-dessus. On n'a pas de lien avec les actionnaires au quotidien. Il y a pas de. Enfin, moi, j'ai jamais parlé avec Xavier Niel ou Mathieu Pigasse ou à l'époque Pierre Berger. On n'a pas d'interaction. Ils ont ce serait complètement incongru. Bon, après, je pense que chaque média a sa culture, chaque rédaction a sa culture, mais je pense que si un actionnaire venait envoyer quelqu'un à une réunion pour réclamer tel papier ou telle couverture ou essayer de pousser telle embauche, ce serait ridicule, quoi. Enfin, ce serait complètement grotesque. Ça ne peut pas arriver, quoi. Ça ne peut pas arriver. Et si ça se passait, je pense que les gens feraient le contraire. Enfin, il y aurait, voilà, il faut pas du tout voir, le fait de posséder, enfin, en tout cas, d'être actionnaire d'un média. Je ne pense pas qu'il faille voir ça comme étant une influence aussi simple et univoque qu'un actionnaire qui décroche son téléphone et qui demande à un journaliste, un rédacteur de faire ceci ou cela. Après, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et peut-être que des choses se passent au-dessus. Je ne crois pas, en tout cas en ce qui concerne le monde. Ça existe certainement ailleurs, ou sans doute ailleurs, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, il n'y a jamais, même en réunion, quand on propose un sujet, il n'est jamais fait référence ni de manière implicite, ni de manière explicite, à ce que va en penser tel ou tel actionnaire, ou la pub, ou ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas du tout dans notre paysage mental. On parle aussi beaucoup de la publicité, qui est une autre forme d'assujettissement potentiel des grands médias. Vous avez des actionnaires, nous, les gros annonceurs, au monde, entre autres, il y a l'automobile, comme dans toute la presse d'ailleurs. Bon, on n'a jamais refusé un papier au rubricard qui s'occupe de la pollution atmosphérique. Le Dieselgate, on en a fait un feuilleton incroyable avec des articles plusieurs fois par semaine quand l'affaire est sortie, et aujourd'hui encore. Donc, bon, à aucun moment on ne se préoccupe, nous à la rédaction en tout cas, de ce genre de choses. Julia Cagé, vous voulez intervenir? Réagir? Non, moi ce que je voudrais souligner, c'est que d'une part, le fait qu'on ait des actionnaires qui n'interviennent pas dans le contenu du journal, c'est vraiment ce qui permet de garantir l'indépendance et le bon fonctionnement d'un média. Et ça doit absolument être protégé. Ce n'est pas le cas dans tous les médias. Malheureusement, on a des exemples d'interventionnisme. Tout à l'heure, je soulignais Vincent Bolloré. Je pourrais également rappeler ce qui s'est passé aux Parisiens, où la critique de Merci Patron de François Ruffin a complètement sauté des pages du journal, et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Et pourtant, ce qui est extrêmement important, c'est d'essayer de reconstruire un lien de confiance entre les citoyens, entre les médias. Ce que nous dit Stéphane, c'est indispensable. Et c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que Xavier Niel ou que Mathieu Pigasse ne vont pas lui passer un coup de fil demain, ou même Daniel Kretinsky ne va pas lui passer un coup de fil demain en lui disant ça, tu ne le mets plus dans le prochain papier et tu le drops. Mais c'est important aussi que les citoyens en aient conscience. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on voit que vous avez à peine un quart des citoyens qui ont confiance dans leurs médias. Vous avez les trois quarts des citoyens qui n'ont plus confiance dans les médias. Et quand vous les interrogez sur pourquoi vous n'avez plus confiance dans les médias, ils vous répondent à cause de l'actionnariat. Et c'est ça aussi une des raisons d'être de l'association Un bout du monde. C'est-à-dire que si on remet, pour le coup, les citoyens au cœur de la gouvernance des médias et au cœur de l'actionnariat des médias, à côté des actionnaires actuels, ça leur permettra finalement d'être une vigie, de se rendre compte par eux-mêmes qu'il n'y a pas d'intervention, et que si intervention il devait y avoir dans tel ou tel média, de rebondir ou de réagir contre cette intervention-là. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est sur la question de la publicité. Puis
aussi la question des pouvoirs qu'ont les actionnaires. Sur la question de la publicité, il y a la question du poids des annonceurs, et ça, il ne faut quand même pas le sous-estimer. Heureusement, vous avez, encore une fois, ça existe beaucoup de médias qui ont réussi à mettre une espèce de muraille de Chine entre les annonceurs et le contenu. On sait aussi que régulièrement, les annonceurs font du chantage et que ça peut influer dans certains médias sur la ligne éditoriale. Et il y a des choses, par contre, que je pense qu'on pourrait essayer de changer s'il y avait une gouvernance qui impliquait davantage les journalistes et les lecteurs. Par exemple, là c'est vrai dans un média comme Le Monde a encore parfois du contenu publié rédactionnel. Alors c'est annoncé comme tel, c'est-à-dire que c'est marqué en haut des pages, à l'intérieur du papier, ceci est un communiqué, parce que ça permet d'avoir des revenus publicitaires et que ces revenus publicitaires-là ont plus de valeur pour le journal qu'une pub plus discrète. Mais moi, je trouve que ça peut poser problème. Ou par exemple, je pense que si on donnait davantage de poids dans la prise de décision des grandes lignes économiques d'un média, ben, les journalistes comme les lecteurs, sur des sites comme celui du Monde ou d'autres, seraient peut-être pas forcément d'accord pour avoir de la pub sous le format Outbrain, qui est vraiment une manière d'avoir du putaclic, et qui franchement parfois est un peu borderline sur le site de certains médias. Donc, il y a quand même des choses à améliorer, même quand on a des actionnaires qui ne sont pas des actionnaires interventionnistes. Et la dernière chose que je veux souligner, on en discutait autour de la campagne, parce qu'elle nous soutenait également récemment avec Lorraine Bastide de La Poudre, du fait que si vous regardez tous les actionnaires de médias en France, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes parmi les grands actionnaires. Si vous regardez maintenant la plupart des directions de médias en France, il n'y a pas de femmes. Stéphane Foucard, tout à l'heure, mentionnait Nathalie Nougared. Ça a été la seule dans l'histoire du monde et elle n'est pas restée très longtemps. Et on sait aussi qu'il y a un problème récurrent. Heureusement qu'il y a Prenons la Une, il y a plein d'initiatives qui se battent contre ça. Il y a un problème de couverture des femmes, et d'ailleurs aussi des minorités dans les grands médias. Et que ça, finalement, si on arrive à avoir une gouvernance qui est plus démocratique, ce qui veut dire qu'en fait, une gouvernance, par définition, si elle est entièrement démocratique et entièrement représentative, il y aura une moitié de femmes et une moitié d'hommes. Si on tire au sort dans la société, c'est ça qu'on a. Ça pourra aussi avoir un effet sur cette manière de traiter de l'actualité, de représenter des femmes, etc. Ça ne veut pas dire... parce que le lecteur n'est pas un meilleur actionnaire qu'un milliardaire. C'est-à-dire que si un lecteur devient actionnaire d'un média, il n'a pas plus qu'un milliardaire actionnaire d'un média le droit d'aller dire aux journalistes quoi faire. Il doit préserver l'indépendance du boulot du journaliste. Et c'est au journaliste de décider tout seul quoi faire. Par contre, sur cette manière de traiter des minorités, de la question des femmes, etc., avoir un peu plus de démocratie et de mixité et de pluralisme dans la gouvernance, ça pourrait avoir un effet positif sur le long terme. C'est vrai qu'en termes de gouvernance, ça c'est aussi un énorme enjeu dont on ne parle pas assez. Pour revenir sur ce que vous évoquiez tous les deux, donc cette double dépendance qui est à la fois qui peut être des actionnaires, mais de la publicité et des recettes qui en découlent. Dans votre livre, Julia Cagé, Sauver les médias, vous expliquez qu'un journaliste d'investigation coûte beaucoup plus cher, enfin coûte plus cher en tout cas, que d'autres journalistes parce que il va y avoir un coût important du travail de terrain, puis les articles seront peut-être moins nombreux parce qu'il y a un travail de recherche qui est de fait plus important. Donc, est-ce que la crise de la presse et les logiques commerciales ont eu une influence sur la baisse du nombre de journalistes d'investigation ? Ça a eu une influence sur la baisse du nombre de journalistes tout court, pour commencer. Là, la carte de presse vient de publier ses statistiques pour cette année et on a encore une baisse du nombre de journalistes, on est autour de 34 000. Il y a des médias, heureusement, qui ont préservé la taille de leur rédaction. Il y en a d'autres pour qui la taille des rédactions a fondu comme neige au soleil et on ne permet plus aux journalistes de faire leur travail. Et c'est vrai que l'idée d'avoir des médias à but non lucratif, de sortir de cette pure logique de marché, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas que les médias aient d'activité commerciale.
les médias, ils produisent de l'information, ça a un coût, c'est normal que cette information, ils la vendent. Par contre, on ne devrait pas viser la maximisation des dividendes versés aux actionnaires. On devrait viser la maximisation de la qualité de l'information. Et par rapport à ça, avant que Stéphane réponde à votre question, il y a une chose que je voudrais souligner, parce que là, c'est vraiment dans l'actualité, c'est ce qui est en train de se passer à Sciences & Vie. Alors ça, c'est vraiment l'exemple d'un très mauvais actionnaire. Donc, Reworld Media a racheté Sciences & Vie, pas que d'ailleurs, ils avaient racheté Grazia, donc ils ont tué Grazia, donc ils ont supprimé des kiosques, ils ont gardé le site pour en faire une ferme à contenu, et donc ils ont fait partir tous les journalistes. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose avec Sciences & Vie, et heureusement, la rédaction de Sciences & Vie là, se mobilise contre l'actionnaire, et ils sont en train de mettre exactement de la publicité, des fake news, enfin que des contenus commerciaux finalement sur le site, là où avant, vous aviez des journalistes payés pour produire des articles de science de qualité. Et ces journalistes, ils ne demandent que ça, à continuer à faire du contenu de qualité et à être payés pour faire leur job et le faire bien. Et là, vous avez un actionnaire qui veut absolument couper dans les coûts, tuer la rédaction, garder la marque, du coup garder le site, garder les clics qui sont associés et transformer ça en ferme à contenu. Et sur un cas comme Sciences & Vie, moi je pense que c'est essentiel qu'on se mobilise tous concrètement. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas abonné à Sciences & Vie, même si vous ne lisez pas tous les jours Sciences & Vie, il faut se mobiliser pour qu'on ne puisse pas justement permettre à des actionnaires dans une logique purement commerciale de tuer un média, de tuer les journalistes qui vont avec, et puis aussi de tuer la crédibilité de la notion même de média, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas avoir suivi tout l'épisode Reworld, qui avaient l'habitude avant d'aller sur le site, qui tout d'un coup, à un moment, vont s'interroger, dire, mais attendez, c'est ça ce que font les journalistes de Sciences & Vie? Parce que forcément, on ne va pas leur avoir annoncé avant, ceci a été fait par un robot, c'est de la reproduction de contenu fake, on va pas leur avoir dit ça, et en fait, ça va renforcer l'espèce de sentiment de défiance entre les citoyens et les médias. Mais justement, sur cette actualité, parce que c'est assez récent, j'ai lu aussi les articles publiés sur le sujet, quel était l'objectif des actionnaires? En fait, c'était de faire des économies purement et simplement. Enfin, juste en deux mots et rebondir sur ce que vient de dire Julia et peut-être compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la situation qui est la nôtre au monde ou ce que je vous ai dit sur bon, on ne ressent pas de pression particulière ni des actionnaires ni de la publicité et qui pouvait sembler un petit peu voilà, de langue de bois, tout va bien, on peut avoir tous les. Non, en fait, le problème éventuel qu'il peut y avoir, c'est des accidents comme ce qu'on a pu voir à iTélé ou comme ce qu'on voit en ce moment à Sciences & Vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout impossible que, pour maximiser les dividendes, eh bien, on détruise un titre de presse ou un média pour soit le remettre à sa main avec un objectif idéologique et ou commercial, soit simplement pour, en fait, monétiser très rapidement la crédibilité d'un média. Il faut bien voir quelque chose, c'est que un journaliste, il écrit ce qu'il pense être la chose la plus vraie possible à un instant T sur un sujet donné. Et en fait, ce que les gens achètent, ce que les lecteurs achètent, c'est ça. Ils achètent de la sincérité en quelque sorte. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes idées, mais ce qui fait le prix d'une couverture journalistique ou d'un article, c'est la sincérité de l'auteur. C'est ça. Bon, si on vous paye, si on vous donne un dessous de table pour dire quelque chose, pour publier quelque chose d'insincère, en servant les intérêts économiques ou industriels de X ou Y, eh ben, jusqu'à ce que le pot au rose soit découvert, jusqu'à ce que votre crédibilité soit ruinée, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc, en fait, structurellement, un journal ne doit pas rapporter, enfin ne doit pas, c'est un peu plus compliqué que ça, mais un actionnaire ne peut pas utiliser un journal comme il l'entend pour maximiser les profits, sinon la conséquence directe, le corollaire direct, c'est qu'il le détruit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Sciences & Vie. Ce qui se passe, c'est vraiment un cauchemar. C'est-à-dire qu'on est en train de déposséder des gens de quelque chose qui leur est cher, de leur instrument de travail, de leur journal. Et on est en train de les déposséder de tout ça pour tout brûler très vite, quoi.
faire beaucoup d'argent très vite et ensuite jeter à la poubelle ce qui va rester. Donc c'est un vrai drame, c'est quelque chose qui est très grave, quoi. Sciences et Vie, c'est un journal important dans le paysage du marché de l'information scientifique. C'est un journal important et c'est catastrophique que si ça disparaissait de cette manière-là, ce serait vraiment une catastrophe, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai été intéressée aussi par l'initiative Un bout du monde, parce que, enfin, qui était au départ inexistante, hein. Il n'y avait pas d'association de ce type, et je trouve qu'il y a un vrai travail à faire au niveau juridique notamment. Je ne sais pas, élaborer des projets de loi qui puissent mieux protéger les journalistes. Et je pense notamment au fonctionnement de la Norvège, qui pendant longtemps a interdit à un seul actionnaire de détenir plus de 40% d'un groupe qui détient des médias. Est-ce que Julia Cagé, justement, c'est pas aussi le but d'une association de ce type, de voir à moyen long terme et de trouver des pistes, voilà, s'attaquer au volet juridique ou autre pour trouver des solutions plus pérennes et pour éviter justement ce qui se passe avec Sciences et Vie, ce qui s'est passé avec les cahiers du cinéma aussi ou d'autres médias. Mais il y a pas que ça. Enfin, il y a la solution juridique, mais il y a la solution d'agir et d'agir maintenant. Et c'est pour ça que nous, on est en campagne de financement participatif. Là, il reste une semaine, donc je me permets de le dire. Je suis désolée. Après, une fois qu'on l'aura bouclé, à chaque fois qu'on parlera d'un bout du monde, je ne dirais pas aller sur unboutdumonde.org et adhérer, ou aller sur KissKissBankBank et en plus profiter du livre dédicacé de Stéphane. Au-delà de ça, pourquoi on lève de l'argent? Il y a ce qu'on va faire avec le monde. Et on s'appelle Un bout du monde. Et il y a ce qu'on veut faire pour les autres médias d'information politique et générale. Aujourd'hui, que demandent les journalistes de Sciences et Vie? Ils veulent faire leur boulot. Ils veulent faire leur boulot avec leur site, avec leur journal, avec leur marque. Et leur actionnaire actuel ne les laisse pas faire leur boulot. Il est en train de détruire la marque, détruire le site, détruire le journal. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça marche bien, on permet aux journalistes de reprendre leur liberté. C'est-à-dire qu'on permet aux journalistes de devenir les actionnaires de leurs médias, pourquoi pas avec les lecteurs ou même avec d'autres citoyens. Et typiquement, c'est ça la vocation d'un bout du monde, c'est d'être en force d'exister, d'avoir levé suffisamment de capital pour que quand on se retrouve avec un cas comme Sciences et Vie, il y a un business plan, les journalistes fassent une proposition pour reprendre le titre, pour racheter le titre. Il ne doit pas avoir beaucoup de valeur en vrai pour reward ce titre s'ils sont capables d'en faire ce qu'ils en font. Donc laissons les gens qui veulent bosser avec ça, qui veulent faire leur travail, produire de l'information de qualité, laissons-les devenir actionnaires de ce média. On sait qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent pas. Vous êtes journaliste aujourd'hui, vous allez voir une banque, vous lui dites prêtez-nous quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros pour reprendre Sciences et Vie. Les banques, elles sont super frileuses parce que les banques, elles cherchent un retour sur investissement. Un média, ça n'a pas vocation à gagner de l'argent, ça n'a pas vocation à avoir des marges gigantesques. Et donc, avec Un bout du monde, c'est de proposer une alternative. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Cahiers du cinéma, ils sont vendus du jour au lendemain de manière extrêmement problématique. Vous avez une mobilisation de la rédaction, il n'y a rien qui se passe, ils sont vendus, il n'y a pas d'alternative. Le nouveau magazine littéraire, Claude Perdriel, du jour au lendemain, décide de les brader à lire. Il les a tués. Il avait dit qu'il n'y avait pas de départ, il les a fusionnés, paf, il a poussé tout le monde à prendre la clause de cession. Le nouveau magazine littéraire a disparu. Les journalistes, ils se sont mobilisés, ils se sont tournés. Il y avait qui derrière? Il n'y avait personne derrière. Ils ont été vendus à lire, ils ont disparu. La Science et Vie, la rédaction se mobilise. Nous, on commence à vivre, on va faire le maximum pour se mobiliser avec eux. Et vraiment, j'invite tout le monde à se mobiliser avec eux de la meilleure des manières, que ce soit financièrement en donnant quelques dizaines d'euros, que ce soit en interpellant Reward sur les réseaux sociaux, que ce soit en se mobilisant auprès aussi des femmes et des hommes politiques qui peuvent peut-être intervenir. Mais il faut faire un truc. On ne va pas laisser les médias mourir comme ça les uns après les autres, parce que demain, à un moment, on va se réveiller et il n'y aura plus rien dans le paysage médiatique. Où il y aura genre 3-4 médias qui s'en seront sortis, mais on aura tellement perdu en termes de pluralisme, en termes de qualité, en termes d'information, en termes aussi du fait qu'il y a plein de nouveaux médias, et c'est tant mieux, je les applaudis vraiment, mais ça prend aussi parfois du temps d'avoir des médias, donc il y en a qui tirent bénéfice d'exister depuis des dizaines d'années. Et puis les nouveaux, ils nous apportent aussi énormément, mais il faut préserver l'existant. Et Un bout du monde, ça a ça comme vocation aussi.
enfin, ça a ça comme vocation surtout, c'est ça sa vocation en fait, d'aujourd'hui de proposer une alternative entre soit la mort, soit un actionnaire qui vous condamne à ne plus faire que du public reportage ou mettre de la pub et faire de la ferme à contenu, permettre aux journalistes de continuer à bosser dans de bonnes conditions avec comme actionnaires eux-mêmes, les journalistes, et puis vous, les citoyens. Vous preniez l'exemple sur la presse indépendante notamment. Il y a quand même cet exemple, surtout dans le journalisme spécialisé sur les questions environnementales, de médias qui ont réussi à trouver un modèle économique qui fonctionne principalement sur les dons des lecteurs. Je pense notamment à Reporter, mais il y a plein de médias qui fonctionnent de cette façon. Est-ce que les médias dans leur ensemble n'ont pas vocation, en tout cas la presse écrite, à aller vers ce modèle-là? Est-ce que c'est possible en fait? Julia Cagé ou Stéphane Foucard. Je crois pas que l'avenir soit, ou en tout cas l'avenir souhaitable soit à une information de niche, même si elle est de qualité, hein, et il y a effectivement des titres qui sont de très grande qualité. Un Reporter, c'est formidable. Il y a Pastamag fait des très très bonnes enquêtes. Donc il y a tout un tas de titres qui commencent à exister, voilà, à trouver leur place sur Internet, à trouver un modèle économique. Mais je pense que ces titres-là, ils fonctionnent aussi comme des aiguillons pour des titres qui ont plus vocation comment dire, à fédérer un lectorat large pour créer pour créer de l'information commune, quoi, pour créer des faits communs. Je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Si vous regardez un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux, la manière dont l'information est consommée et produite et relayée par les uns ou les autres, ce qui est évidemment très étroitement mêlé, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de micro-communautés qui se forment où chacun est dans sa bulle informationnelle et c'est à terme complètement délétère parce que les gens ne parlent plus de la même langue, quoi. Ils ne sont pas au courant des mêmes choses. Enfin, c'est très polarisant pour la société et ce n'est pas bon pour la démocratie. Moi, je crois qu'il faut encore qu'il existe des grands médias voilà, qui sont un petit peu plus, qui sont moins vifs sur l'information souvent, qui sont un petit peu plus lents au démarrage, mais je pense qu'il faut encore des grands quotidiens voilà, qui finissent sur la table des députés et sur le bureau ou sur le chevet de gens qui ne sont pas forcément du même bord politique, qui sont pas dans les mêmes classes sociales, etc. Donc je pense que c'est important et je crois qu'il y a de la place pour toute une variété de Je vous interromps parce que je ne parlais pas forcément du contenu de la ligne éditoriale, mais du fonctionnement du modèle économique finalement, enfin des modèles économiques qui ont fait leurs preuves, certes peut-être pas à la même échelle, mais en termes de fonctionnement, est-ce qu'on peut imaginer des médias comme Le Monde, comme Libération, de Figaro, je ne sais pas, avoir ce type de modèle-là et se passer à terme de ce type de configuration dans l'actionnariat, de faire rebasculer voilà, les citoyens, les lecteurs au-dessus de grands milliardaires et industriels. Je sais pas, peut-être que je suis complètement idéaliste et à côté de la plaque, mais je préfère vous poser la question. Moi, je pense qu'évidemment, ce serait souhaitable, hein. C'est toujours mieux d'être. Un tel système, il est bien évidemment préférable à celui qui fait qu'un journal ou un titre est aux mains de quelques actionnaires, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est possible à brève échéance? C'est compliqué. Julia pourra peut-être en parler, des projets, y compris au monde, voilà, de sanctuariser, de trouver des moyens de s'extraire de toute forme d'influence au sein de fondations et de choses comme ça. Donc oui, je pense que c'est souhaitable. Est-ce que ce sera possible à bref échéance? J'en sais rien. C'est plus une question pour une économiste qu'un journaliste. Non, mais moi je pense que c'est complètement souhaitable et c'est ce qu'on devrait prendre comme modèle idéal et c'est ce vers quoi il faut qu'on essaie de tendre. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Est-ce qu'il y a la volonté de le faire? On a cette volonté-là de côté
de plein de petits médias indépendants. Bah, vous mentionnez Reporter, on pourrait parler de Mediapart, on pourrait parler des Jours, on pourrait parler d'Arrêt sur Image. Ce qu'on veut faire d'une certaine manière avec Un bout du monde, et parce que Stéphane, il a raison de rappeler que c'est aussi important d'avoir ces grands médias traditionnels, quoi. Ces journaux, mais pas simplement sur la table des députés, aussi sur la table de ma grand-mère, sur beaucoup de tables en France. C'est important de dire que pour ces médias-là aussi, c'est ce vers quoi on doit tendre et qu'il faut réfléchir à une alternative et qu'on ne peut pas simplement se satisfaire que d'un côté, on ait des petits médias indépendants et de l'autre, de grands médias possédés par des groupes d'industriels. Qu'on peut essayer de proposer une alternative. Et l'alternative, elle peut se construire petit à petit. C'est-à-dire que essayer d'abord d'amener au capital un peu, justement, pour être partie prenante de la gouvernance. Est-ce que c'est crédible que demain, ce soit les journalistes du Monde et les citoyens qui rachètent entièrement le groupe Le Monde, vu la valorisation du journal? Non. Est-ce que c'est crédible que grâce à Un bout du monde, une multiplicité de petites donations, de petits donateurs, la mobilisation de centaines, de milliers de citoyens, si on a la constitution d'une fondation au monde, ben, il y ait des sièges dans la gouvernance pour les lecteurs et les journalistes? Oui. Si on ne le demande pas, ça ne se fera pas tout seul. Et donc, l'idée, en fait, de la démarche qu'on a entamée, c'est d'aller le demander. Et ensuite, on parlait de Science et Vie ou des cahiers du cinéma tout à l'heure, ou du nouveau magazine littéraire. Là, pour le coup, ce n'est même pas du tout la même dimension financière. Et pour ces médias-là qui sont en grande difficulté par rapport à leurs actionnaires, là, pour le coup, on pourrait dès aujourd'hui, grâce à une mobilisation citoyenne, changer la donne. Donc, je pense qu'on peut avoir un futur qui sera beaucoup mieux que ce qu'on voit aujourd'hui et beaucoup mieux que le passé. Mais pour ça, c'est aussi de la responsabilité des lecteurs. C'est de la responsabilité des citoyens. Moi, je comprends très bien quand on est jeune aujourd'hui, ou qu'on est moins jeune, qu'on est au SMIC, qu'on a un petit salaire, qu'on ne puisse pas payer 10, 15 euros par mois pour s'abonner à un média. C'est trop cher. Voilà, ça reste cher. Je pense qu'il faut payer pour l'information en général. Je pense que c'est une bonne chose de payer pour l'information qu'on consomme. Mais 100, 150 euros par an pour consommer de l'information, pour plein de gens, c'est trop cher et je le comprends très bien. Par contre, adhérer à Un bout du monde pour 5 euros, faire cette démarche-là pour 5 euros par an, bah, ça permet de montrer qu'à la fois, on a conscience que l'information a un prix, que l'indépendance des médias, c'est essentiel et qu'on a envie de contribuer à ce combat-là. Et de se dire qu'en fait, bah, pris individuellement, chacun d'entre nous, on ne pourra pas faire la différence, mais pris tous ensemble collectivement, là, il y a une véritable force de frappe. Et cette force de frappe, elle a la beauté du poids du nombre, c'est-à-dire la beauté de la démocratie. On approche, merci Julia Cagé, on approche de la fin de la conférence. Peut-être Stéphane Foucard, vous pouvez nous dire quelques mots de conclusion et aussi les raisons pour lesquelles, par exemple, vous soutenez l'initiative de Julia Cagé. Et après, on va être obligé de clore parce qu'on approche des 1 heure. Oh bah, je ne vais pas répéter ce qu'elle vient de dire, c'est très bien, c'est très juste. Et je pense que quand on est journaliste et qu'on est attaché à l'indépendance de son titre, bah, on ne peut que soutenir ce genre d'initiative, quoi. Voilà, et on voit aujourd'hui ce qui se passe effectivement à Sciences et Vie, on voit ce qui peut se passer, on voit le type d'accidents qui peuvent se produire, et ça se produit pour Sciences et Vie, ça s'est produit pour d'autres titres, ça peut se produire un jour pour d'autres journaux, pour Le Monde, pour d'autres journaux dont on pense qu'ils sont là, qui sont un peu immuables et qui seront toujours dans le paysage sous une forme plus ou moins semblable à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des accidents. D'accord, bon, je vais donner le mot de fin. Merci à vous deux. Je voudrais à nouveau le redire et manifester un soutien confraternel à mes copains de Sciences et Vie. Ouais. Je pense que c'est très important. C'est entendu. Moi, je voudrais dire, protégeons-nous contre les accidents, adhérez à Un bout du monde. Voilà, deux mots de fin. C'est un bon slogan, ça. J'aime bien cette idée de se protéger contre les accidents. Je sais que c'est la fin et du coup, je dis ça en 1 seconde, mais dire qu'il faut adhérer à Un bout du monde pour protéger l'indépendance des médias, ça ne veut pas dire qu'on considère que les médias ne sont pas indépendants ou que Le Monde n'est pas indépendant aujourd'hui. Le Monde, c'est un journal aujourd'hui où tous les journalistes, à commencer par Stéphane, font un super boulot. Mais Stéphane, il a raison de rappeler que c'est fragile,
c'est toujours fragile et que quand on est dans une situation qui est fragile, bah, mieux vaut avoir des outils pour se protéger. Et à un bout du monde, ça se veut un outil pour protéger sur le long terme l'indépendance des médias. Et ouais, je répète aussi tout notre soutien à Science et Vie. Et franchement, j'invite tout le monde à se mobiliser, à interpeller Reworld et à essayer de faire quelque chose pour Science et Vie parce que Reworld, ce n'est pas un petit actionnaire et ce n'est pas des gentils. Et s'il n'y a rien qui est fait et s'il n'y a pas une grosse mobilisation pour ce média, malheureusement, les journalistes risquent de se faire extrêmement maltraiter. Merci à vous. Moi aussi, je voulais donner un petit mot de fin, enfin dire un petit mot de fin, parce qu'il reste plus qu'un jour ou quelques heures, je crois, pour acheter le dernier hors-série de Socialterre sur le vivant avec Baptiste Morisot en co-rédacteur en chef. Donc, j'espère qu'il est encore temps. Et sinon, je voulais célébrer le travail de la presse indépendante qui aussi montre l'exemple, donne de l'espoir. Et voilà, c'est possible. Donc, voilà, Socialterre, Mediapart, Reporter, Les Jours, comme vous disiez, Bastamag, mais encore bien d'autres, surtout sur les questions environnementales. Il y a de la presse de qualité, la Revue Terrestre, La Relève et la Peste. Je balance des titres, je suis sûre que j'en oublie. Le vent se lève, je suis sûre que j'en oublie plein, mais voilà, il y a une grande richesse pour les personnes qui s'intéressent à ces questions environnementales. Donc voilà, foncez. Et je vous remercie encore à tous ceux qui ont assisté et à vous deux pour vos interventions. Merci. Merci beaucoup. Merci.